Comme on le sait, la dédollarisation est devenue un sujet brûlant depuis 2022, lorsque les États-Unis et les Européens ont décidé de bloquer une grande partie des réserves internationales de la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine, comme l'a décrit Guillaume Digne. Les responsables et experts occidentaux ont traditionnellement prêché aux pays en développement la nécessité d'adopter des politiques de renforcement de la confiance et de respecter les droits de propriété. Avec le recul, cela semble incroyable. Le gel des actifs russes et les récentes menaces de confiscation pure et simple sont des étapes majeures qui détruisent la confiance, causant de grands dommages au dollar américain et à l'euro. Ces actions ont déclenché une alerte pour des pays comme la Chine, grand détenteur d'obligations en dollars américains dans ses réserves internationales. Tout pays en conflit avec les États-Unis et l'Occident a immédiatement compris qu'il fallait réduire sa dépendance envers le dollar américain et le système financier occidental. Dans de nombreuses régions du monde, les efforts ont été intensifiés pour utiliser les monnaies nationales dans les transactions internationales, pour construire ou renforcer des systèmes de paiement alternatifs, pour s'appuyer davantage sur le renminbi chinois, et même pour créer une nouvelle monnaie de référence des BRIC. Indéniablement, ce que nous avons observé est un coup auto-infligé majeur de la part des États-Unis et de l'Europe. Les 3 professeurs chinois ont apporté des contributions significatives à la discussion de tous ces défis dans leurs articles. Cependant, la popularité du sujet de la dédollarisation dans les cercles plus larges et dans les médias n'est généralement pas accompagnée d'une compréhension de sa complexité. Beaucoup s'attendent à ce que les BRIC développent, dans un avenir proche, une alternative au dollar américain. Mais cette attente est-elle réaliste? Peut-être pas. La complexité du sujet est double à la fois politique et technique. Du côté politique, on peut mentionner 2 grandes difficultés. A. La résistance notoire des États-Unis à renoncer à ce que les Français appelaient dans les années 1960 le « privilège exorbitant ». De voir leur monnaie nationale émise et gérée selon les intérêts nationaux américains servir de monnaie mondiale de premier plan, et B. La difficulté de réunir les pays des BRIC autour de cet effort. Permettez-moi d'aborder ces 2 difficultés majeures, en partie sur la base de mon expérience pratique en tant que directeur du Fonds monétaire international, FMI, délégué brésilien dans le processus des BRIC, et plus tard vice-président de la nouvelle banque de développement, NBD. Il ne faut jamais perdre de vue le fait que les États-Unis utiliseront probablement tous les instruments à leur disposition pour s'opposer à toute tentative de détrôner le dollar de son statut de pivot du système monétaire international. Ils l'ont toujours fait, depuis les négociations monétaires et financières qui ont eu lieu à la fin et immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Les idées de Keynes sur une monnaie internationale ont été fermement rejetées par les responsables américains. Plus tard, les États-Unis ont bloqué, en utilisant leur droit de veto au FMI, des initiatives qui auraient pu conduire à ce que les droits de tirage spéciaux, DTS, deviennent une monnaie internationale à part entière. À ce jour, les DTS restent un élément secondaire, presque sans pertinence en dehors du FMI. Les États-Unis regardent avec méfiance les discussions naissantes sur la dédollarisation parmi les pays des BRIC et interviendront probablement à chaque étape pour bloquer les initiatives et générer la discorde parmi les BRIC. Par exemple, l'Inde et l'Afrique du Sud seront-elles immunisées contre les pressions venant des États-Unis à ce sujet? Mon propre pays, le Brésil, suit actuellement une politique étrangère indépendante sous la présidence de Lula da Silva, mais un futur gouvernement d'une autre orientation pourrait bien hésiter à déplaire aux États-Unis sur un sujet aussi crucial. Cela nous amène directement à la 2e dimension évoquée plus haut. Les BRIC sont-ils suffisamment cohésifs pour relever ce défi complexe? Fort de mon expérience dans le processus des BRIC, je conseille la prudence avant de répondre trop positivement à cette question. Même lorsque seulement 5 pays étaient autour de la table, les difficultés à s'entendre sur des mesures concrètes, notamment la création et la mise en œuvre du Fonds monétaire des BRIC, l'accord de réserve contingente, ARC, et de la Banque de développement, la NBD, étaient stupéfiantes. Premièrement, en raison des différences de perspectives et d'intérêts nationaux entre les 5 pays. Deuxièmement, hélas, à cause du manque de talent et de compétences techniques de nombreux représentants des 5 pays dans ces négociations et dans les mécanismes financiers qui en ont découlé. C'est une affirmation sévère, je le reconnais pleinement, mais si nous voulons sérieusement nous attaquer aux défis redoutables que sont la dédollarisation et les alternatives à la monnaie américaine, nous devons être réalistes et avoir un minimum d'autocritique. Aujourd'hui, l'élargissement des BRIC, initié en 2024,
compliquera encore davantage la coordination et amplifiera les vulnérabilités politiques. Avec 9 ou 10 pays membres, selon que l'Arabie saoudite accepte ou non l'invitation à rejoindre le groupe, on peut prédire que les défis seront encore plus grands pour faire avancer des dossiers concrets. Les non-experts, les observateurs extérieurs et même les universitaires bien informés ne sont souvent pas conscients de ces difficultés. Certains d'entre eux additionnent les produits intérieurs bruts, PIB, et les populations des BRIC ou des BRIC+ et concluent hâtivement que le groupe est devenu une grande force dans le monde. Certains pays, je crois que la Chine et la Russie en font partie, veulent encore élargir le groupe. Selon la rhétorique journalistique, les BRIC élargis sont censés devenir un forum pour le Sud global. Cela peut sembler positif, mais on peut se demander, une augmentation rapide du nombre de membres ne risque-t-elle pas de transformer les BRIC+ en une sorte des « ONU du Sud », peut-être aussi inefficace que l'ONU elle-même ? Cependant, ne soyons pas trop négatifs. Les BRIC comprennent de grands pays. Les 4 membres originaux, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, comptent parmi les géants du monde. La Chine est désormais la plus grande économie en termes de PIB en parité de pouvoir d'achat, dépassant les États-Unis avec une marge considérable. Les pays des BRIC partagent une insatisfaction de longue date à l'égard de l'architecture monétaire et financière internationale existante. Les raisons de cette insatisfaction n'ont fait qu'augmenter au cours des premières décennies du XXIe siècle. Les instabilités financières, économiques et politiques ont augmenté de manière dramatique, mais l'Occident ne montre aucun signe d'effectuer les adaptations et concessions nécessaires pour accommoder les BRIC et d'autres pays émergents. La dysfonctionnalité du système monétaire international basé sur le dollar, qui remonte aux années 1960, devient de plus en plus évidente. Ainsi, nous avons le devoir de tenter de relever ces défis. Si nous ne pouvons pas le faire en tant que groupe, peut-être que la Chine prendra sur elle de favoriser la dédollarisation. Cependant, comme le souligne Gao Bei, il n'est pas du tout certain que la Chine ait les moyens de le faire et qu'elle soit réellement intéressée à remplacer le dollar américain par sa propre monnaie. Pour une économie qui n'est pas encore pleinement mature en termes financiers et sous d'autres aspects, le privilège exorbitant pourrait bien devenir un fardeau exorbitant. Le professeur Gao pose les questions pertinentes. La Chine serait-elle prête à rendre le renminbi pleinement convertible, ce qui est probablement une condition pour qu'il remplace le dollar américain de manière significative ? La Chine serait-elle prête à accepter l'appréciation de sa monnaie résultant de l'augmentation de la demande internationale ? Quels effets l'appréciation du renminbi aurait-elle sur la compétitivité des exportations chinoises et sur la balance des paiements courants ? Une augmentation importante du rôle de la monnaie chinoise ne risquerait-elle pas de contredire la stratégie de longue date et couronnée de succès de la Chine, consistant à protéger prudemment son économie et ses systèmes financiers des turbulences internationales ? Et enfin, la Chine est-elle prête à supporter la colère des États-Unis contre toute tentative sérieuse de détrôner le dollar ? En raison de ces incertitudes et d'autres, il est plutôt difficile d'imaginer que la Chine puisse, à elle seule, mener le processus de dédollarisation. Cela nous ramène aux BRIC. Si l'on suppose que le groupe sera capable de surmonter les problèmes de coordination, les vulnérabilités politiques et le manque de personnel spécialisé, l'effort pourrait être réparti entre plusieurs pays membres. Le fardeau politique et technique considérable serait alors partagé par plusieurs pays. La Russie, qui préside les BRIC en 2024, a déjà commencé à travailler sur une révision du système international et sur les initiatives possibles des BRIC dans ce domaine. Peu d'informations sont disponibles sur les progrès réalisés par les BRIC sous la direction russe cette année. Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à ce que la Russie, étant la principale victime de l'arme du dollar américain et du système financier occidental, fasse tout son possible pour faire avancer cet agenda. Le Brésil, qui prendra la présidence du groupe en 2025, reprendra, je l'espère, là où la Russie s'est arrêtée.